Drame évité de justesse à Mory-Bucco. Des jeunes tentent d'incendier un immeuble. Oui, alors encore une histoire de fou. Ouais. C'était vendredi dernier dans l'Essonne, hier. Et en fait, vous avez la BAC qui surprend deux jeunes qui sont dans les parties communes d'un immeuble, qui viennent de badigeonner toutes les portes palières d'essence et qui sont avec des tirs de mortier pour, a priori, mettre le feu à l'immeuble. Dans lequel, il faut quand même préciser, c'est un immeuble en fait, c'est une ancienne maison qui est partagée en plusieurs appartements. Vous avez un salon de coiffure en bas, un cabinet d'avocat et au dernier étage, vous avez un foyer et vous avez une femme enceinte qui était dans son appartement. Donc, on a vraiment évité le pire. Alors, 3 personnes à ce moment-là sont interpellées. Vous avez les 2 jeunes qui étaient dans l'immeuble en train de faire leurs bêtises et un 3e qui était dans une voiture en train de faire le guet et qui servait de chauffeur. Lui, finalement, a été relâché sans aucune poursuite. Et les 2 jeunes qui étaient dans l'immeuble ont été placés en garde à vue. Eux, ils ont 20 et 21 ans. Alors, il y en a un qui s'appelle Moni. Il a déjà 9 condamnations inscrites à son casier. La dernière, d'ailleurs, en novembre 2023, pour des faits similaires. À ce moment-là, il n'avait pas été envoyé en prison. Il avait un aménagement de peine. Et en fait, il devait recevoir un bracelet électronique. Donc là, il était en état de récidive légale. Lui, il a été placé, d'ailleurs, en détention provisoire en attente de son procès qui va avoir lieu en novembre. Et l'autre, qui s'appelle Pierre, lui, il avait déjà fait du vol et des faits liés aux stupéfiants. Et il a été placé sous contrôle judiciaire. Et le pire dans cette histoire, c'est la façon dont ils se sont justifiés auprès des policiers. D'abord, ils ont expliqué qu'ils étaient venus pour une histoire de dette et qu'ils voulaient se venger contre quelqu'un qui habite dans cet immeuble, sauf que personne dans cet immeuble ne les connaissait. Donc, dans un second temps, ils ont expliqué bien qu'ils s'étaient trompés de logement, tout simplement. Donc, si on récapitule, ils étaient sur le point d'incendier un immeuble avec une femme enceinte dedans qui aurait peut-être brûlé. Tout ça pour une erreur. Et le pire, c'est que ce n'est pas un cas isolé, puisque se souvient qu'en juillet dernier, à Nice, vous aviez des jeunes qui avaient mis le feu à un immeuble sur fond de trafic de drogue, et vous aviez une famille, 7 personnes d'une même famille qui étaient mortes dans l'incendie. Incroyable. Hein. On va parler de cette affaire. Un enfant de 5 ans qui terrorise toute une école. Écoutez cette histoire folle. Oui. C'est incroyable. Ça se passe à Chaville. C'est une petite école tranquille avec 4 institutrices pour des enfants qui sont suivis, etc. Tout se passe bien. Et puis arrive l'année dernière cet enfant qui a été viré d'un premier établissement. Cet enfant, il a 5 ans, il a des difficultés de comportement. Et là, ça va devenir la terreur dans la classe. À tel point que sur les 4 institutrices, 3 sont en arrêt maladie. Mais ça, c'est pas le plus grave. Les parents voient le soir leurs enfants rentrer. Il y a une vingtaine d'enfants avec des plaies, des traces d'étranglement, des griffures, etc. Et il y a une enquête qui est ouverte et on s'aperçoit que cet enfant, il tabasse les autres enfants, les adultes, il les menace avec un couteau à la cantine, il les force à aller dans des endroits reculés. Il regarde les petites culottes des petites filles de la classe. En fait, il terrorise tout le monde. Il donne des coups de pied. Donc, il y a 3 plaintes qui ont été portées. Pour le moment, personne ne peut juguler ça. On ne sait pas quoi faire de cet enfant de 5 ans. Il est absent pendant 1 mois. Mais ça ne résout rien parce que quand il va revenir, on ne sait pas ce qui va se passer. Et justement, ce qui est intéressant, vous demandez, Géraldine, qu'est-ce que font les parents ? Et justement, c'est la pièce manquante. Qu'est-ce que font les parents ? On ne sait pas dans cette histoire ce que font. C'est fou, c'est incroyable. Le bénévole qui avait été agressé pour une cuillère est décédé. Oui, Robert, dit Chouchou, 79 ans. C'était le jour de la journée du patrimoine. Il y avait une altercation. Ils étaient vendeurs bénévoles de friandises, de café, de gâteaux, de choses comme ça. Et avec un client, les choses se passent mal pour une histoire de cuillère. En fait, est-ce que vous nous aviez raconté ? Voilà, je vous l'avais raconté. Et une altercation éclate entre ce client et la femme de Robert. Robert vient à la rescousse de son épouse qui est en difficulté. Il se fait tabasser. Il avait 79 ans. Il a fait 3 semaines à l'hôpital de Melun et il est décédé vendredi. Voilà, malheureusement, on pense fort à sa femme, bien entendu, et c'est encore une histoire franchement incroyable. Pour une cuillère. Téléphone, circonstances de la mort, lieu du drame, les questions après la découverte du corps de Lina, c'était hier. Hein. Oui, alors on a retrouvé le corps de cette malheureuse gamine de 15 ans hier dans la Nièvre, à côté de Magny, le circuit de Magny-Cours. C'est à Sermoise-sur-Loire, très exactement. Et en fait, les gendarmes, depuis le départ, refaisaient tous les points GPS du véhicule volé, la fameuse Ford Puma. Et il y avait ce point, ils l'avaient géolocalisé le lendemain de la disparition, donc le 24 septembre 2023. Et là, ils ont fait des fouilles approfondies et ils ont retrouvé le corps immergé dans la rivière. Ils ont en urgence fait faire des analyses ADN pour s'assurer que c'était bien de cette jeune fille dont il s'agissait.
les retours d'ADN sont match en réalité. Donc, on n'a aucun doute sur l'identité du corps que l'on a retrouvé dans cette rivière. Après, il y a évidemment une autopsie va avoir lieu parce qu'il y a quand même encore plein de questions qui se posent. C'est la date de la mort, parce que ça, on n'en sait fichtre rien. Les causes de la mort, de quoi est-elle morte? Est-ce qu'elle a été noyée? Est-ce qu'elle a été étranglée? Est-ce qu'elle a été poignardée? Ça, on n'en sait rien non plus. Ce qu'elle a subi, parce qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait une atteinte physique à son endroit. On sait qu'elle a été attachée, puisqu'on retrouve des cordes qui supportaient son ADN dans le coffre de la voiture volée. Et on cherche évidemment un éventuel complice, même si les crimes sexuels sont généralement des crimes de solitaire, parce qu'on se posait quand même la question depuis longtemps de savoir pourquoi on retrouve son ADN sur le siège arrière, sur la ceinture de sécurité à l'arrière du véhicule. Ça voudrait dire que la place passager avant était occupée par qui? Point d'interrogation. Donc voilà, il reste plein de questions. L'autopsie, j'espère, permettra d'apporter des réponses à tout ça. Une nouvelle tentative de viol dans le bois de Boulogne. C'est incroyable. Encore une autre. Exactement. On a reçu récemment une jeune femme qui est venue témoigner de cette tentative de viol dans le bois de Boulogne. Eh bien, il s'est passé exactement la même chose. Là, c'est une joggeuse de 19 ans qui a échappé miraculeusement au pire. Alors, en fait, elle fait son jogging et puis elle voit un homme qui arrive et qui commence à l'agresser. Il la saisit par le col et il la plaque contre un arbre. À ce moment-là, il se montre très violent. Il baisse son short, il lui arrache ses sous-vêtements. Et miraculeusement, elle réussit à s'en sortir, si je puis dire, parce qu'elle lui donne un coup de pied dans le ventre. Donc, il prend la fuite, elle va porter plainte à Neuilly, mais ça fait quand même énormément de faits divers de ce type dans le bois de Boulogne. Ne parlons même pas de la mort de Philippine. Le suspect a entre 40 et 50 ans, il est recherché. Oui, et non, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a affaire à un serial voleur dans le bois de Boulogne? Est-ce que ce serait le même homme que la précédente victime? J'ai échangé avec la précédente victime, Jeanne, qu'on avait reçue sur le plateau. Et en fait, c'est pas le même descriptif. Elle, c'était plutôt un jeune homme de 20 ans d'origine africaine. Là, on est plutôt sur un homme, effectivement, de 40-50 ans, qui a de la barbe et qui est d'origine plutôt nord-africaine. Un sénateur PS se réjouit de la décision de l'Arcom, Gilles Verdez, c'est Adel Ziane. Absolument. Alors ça, on parlait tout à l'heure des sénateurs qui nous défendent, qui défendent l'émission. Lui, il s'en réjouit. Alors il faut savoir que c'est une proposition de loi de gauche, tout ça, au Sénat en ce moment. Et lui, carrément, il dit finalement que c'est une bonne chose, etc. Donc c'est à l'encontre des autres sénateurs républicains indépendants. Et lui, il se montre extrêmement agressif. Adel Ziane, je ne le connaissais pas. Comment? Moi non plus. Mais là, il devient tristement célèbre. Comment peut-on soutenir cette idée? Et comment la gauche peut-elle proposer au Sénat un projet de loi légitimant en quelque sorte cette décision absurde de l'Arcom? Voilà, ça pose beaucoup de questions. Ah bah oui, ça je vous confirme. On va revenir maintenant à 21h08 maintenant sur encore de nouvelles révélations sur Kylian Mbappé, la soirée, la réaction du joueur et où on en est en Suède, ce qui se dit, etc. Gilles Verdez, c'est vous qui vous y collez. Oui. Alors déjà, sur le déroulement de la soirée, on sait maintenant pourquoi Mbappé est parti à Stockholm en Suède. C'est son ex-coéquipier et ami qui joue avec lui au PSG, Nordi Mukiele, qui a organisé la soirée. Donc en fait, pour cette soirée, il a utilisé les services d'un concierge de luxe. Il se prénomme Marco. Donc il a une société, MP Hospitality, et il organise, contre rémunération, des prestations comme celle-là, en garantissant, vous pouvez venir, j'ai un hôtel sécurisé avec des suites immenses de 200 mètres carrés au 8e étage, j'ai une boîte de nuit qui sera privatisée totalement. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir passer 2 nuits à Stockholm, j'organise tout et je ferai venir 10 jeunes femmes. Voilà, il leur demandait d'avoir fière allure. Ça, c'était dans les recommandations que ce Marco demandait aux jeunes femmes. Voilà. Pour la plupart, c'était des top modèles. Donc, voilà, il avait réservé donc 2 nuits. Ça, c'est l'origine de la soirée. Ensuite, sur ce qui... Lui, c'est un ancien mannequin, une trentaine d'années, qui s'est reconverti en organisateur de soirée. Oui, c'est les fameux promoteurs dont on parlait tout à l'heure, qui en font leur métier et qui réussissent à attirer les footballeurs, les très grands footballeurs. Donc, qui demandent simplement aux jeunes femmes d'avoir fière allure et une belle personnalité. Voilà. Et en fait, il leur promet l'impunité, la tranquillité, hôtel sécurisé et boîte de nuit très discrète, très privatisée. Et on a appris donc que Stockholm était le nouvel endroit pour ces soirées privatisées pour stars. Et en particulier pour les joueurs de Bundesliga. Oui, d'accord. Ils vont tous là-bas. Où joue effectivement Mukiele, puisqu'il joue maintenant en Allemagne à Leverkusen. Voilà, exactement. Bon, bah là, jusque-là, rien de grave. Jusque-là, rien de grave. Absolument. La soirée est organisée. Ensuite, sur le déroulement de la soirée,
Il y a maintenant, sont apparues des révélations autour de Mbappé. Alors je précise, avant de les donner, c'est lors de la deuxième soirée. La deuxième soirée, voilà. Oui. Je précise que la justice suédoise n'a toujours pas cité son nom dans la plainte. Oui, voilà. Je pense qu'il aussi jamais. Oui, dites-nous. Voilà. Mais il y a des révélations. Oui. Alors il y a des révélations. En fait, lors de la deuxième soirée, visiblement, il rencontre une jeune femme et cette jeune femme le suit à l'hôtel. Voilà. Cette jeune femme, elle échange avec Mbappé, ça c'est très important, notamment pour sa défense si ça devait aller plus loin. Elle échange avec lui des SMS. Des SMS qu'elle écrit disant qu'elle est consentante pour la relation. Et il y aura des SMS après la relation intime. Des SMS qui, apprend-on, sont plutôt positifs, ludiques. Il n'y a pas, de la part de cette jeune femme, de contestation, d'agressivité contre Mbappé. Après, avant et après. Voilà. Alors, la question qu'on se pose, Cyril, c'est est-ce que cette jeune femme-là est la plaignante ? Ça, ce n'est pas établi. Est-ce que c'est cette jeune femme ou est-ce qu'il y aurait une autre jeune femme avec laquelle il n'y aurait pas eu échange d'SMS? Apparemment, il aurait eu une relation avec cette jeune femme, mais pas que. C'est ce que, a priori. C'est ça, c'est la possibilité. C'est-à-dire, oui, il y a... dites les choses. C'est qu'il ait eu potentiellement soit une relation sexuelle avec d'autres femmes, soit on parle de gestes déplacés ou de harcèlement sexuel. C'est l'autre possibilité. C'est-à-dire que rien ne prouve que la plaignante et la femme avec qui Mbappé a eu cette relation consentie des deux côtés. A priori non, puisque les SMS montrent le... Voilà, les SMS le montrent, mais on parle d'autres femmes. Il y avait beaucoup de femmes dans cette soirée et on commence à parler dans la presse suédoise et même dans le Parisien aujourd'hui de gestes ambigus potentiels, de harcèlement sexuel potentiel et c'est peut-être ça qui poserait problème dans le dossier de la plainte. Sauf que Cyril, on en parlait avec Géraldine, il y a un problème en Suède, c'est tout ce qui tourne autour de la nouvelle loi depuis 2018 sur le consentement. D'accord. En Suède, le consentement doit être clairement exprimé de manière verbale ou physique. Donc c'est pas parce que vous échangez des SMS où vous dites ça s'est bien passé, etc., qu'il ne peut pas y avoir un problème lié au consentement. Donc peut-être que Kylian Mbappé ne voit même pas le mal dans ce qu'il a fait aussi. Exactement. C'est pour ça que ces échanges de messages... c'est pour ça qu'il a l'air très, très tranquille avec cette affaire. Consolide sa version. J'ai rien fait, voilà. Absolument. Il continue à s'entraîner, etc. Et c'est pour ça qu'il faudra absolument savoir si c'est la même jeune femme ou pas. Ça, ce sera très important. Alors, ce qu'on a appris aussi, Cyril, c'est que dans l'entourage de Mbappé, ses avocats ont parlé de cordon sanitaire autour de lui. Il est dans une bulle, il est très protégé. C'est impossible qu'il ait pu agresser une jeune femme, etc. On a appris que son garde du corps, puisqu'il était avec un garde du corps, n'est pas son garde du corps habituel. Alors, en 2022 déjà, Mbappé a viré son garde du corps précédent parce que ce garde du corps exerçait sur lui de manière trop rigide, le contraignait, le surveillait trop. Mais là, c'est même pas son garde du corps habituel, c'est le garde du corps de son frère, Ethan. Son garde du corps à lui était en repos, en vacances. Donc, est-ce qu'il y a eu une faille dans le fameux cordon sanitaire? Est-ce qu'il a été aussi surveillé que d'habitude? Voilà, c'est des interrogations qui vont subsister plus tard. La thèse du cordon sanitaire strict autour de lui vole un tout petit peu en éclats, mais ça ne veut absolument rien dire qu'il y a une quelconque culpabilité, Cyril. Mais oui. Et la presse suédoise aussi, qui on le dit, n'y va pas de main morte sur cette affaire, se pose des questions sur la communication de Kylian Mbappé, puisque souvenez-vous, dès le premier jour où il était à peine cité dans le dossier, c'est vrai qu'il a tweeté tout de suite fake news. Et il s'interroge aussi sur le fait d'avoir invité son avocate sur le 20h de TF1 dès le lendemain. Ils disent que c'est une communication un peu suspicieuse, c'est ce qu'ils se disent dans la presse suédoise en tout cas. C'est ça, il voulait, et puis il y a eu aussi pour le PSG, il a dit que c'était le PSG qui avait... c'est une théorie du complot. En gros, c'est une théorie du complot selon laquelle le PSG aurait fomenté ça. Il faut s'excuser auprès du PSG parce qu'il voit bien que ça n'a rien à voir avec ça. Sa défense est très là-dessus, puisque sa défense dit qu'il y a une fuite, il est pisté à Stockholm. Par qui? Quand il y a à minuit et demi la photo faite par le paparazzi, sa défense dit il est pisté. Sa défense dit c'est très étonnant que cette plainte en Suède, alors qu'en Suède il y a le secret de l'instruction, soit médiatisée en temps réel en Suède. Donc c'est la thèse du complot organisé par la défense. Voilà, ça c'est une stratégie délibérée pour affaiblir les accusations. Oui, mais voilà. Pour l'instant, cette histoire du PSG, on n'y croit pas du tout. Non, sur le PSG, non, très franchement. Oui, Jean-Michel. Oui, moi je suis sorti avec une hôtesse de l'air pendant 2 ans et c'était une notoriété commune qu'à l'embarquement, quand une hôtesse de l'air voit une personnalité connue embarquée avec une jeune fille qui visiblement n'est pas sa femme, immédiatement, pour se faire un petit billet, ils appellent dans le pays de destination un paparazzi. Ils prennent, elle me disait 500 € à l'époque, 500 € en échange de renseignements. Et du coup, quand la star arrive à destination, il y a déjà un paparazzi qui l'attend. Ça n'a rien à voir avec le PSG, un complot. Oui, dernière chose. Oui, dernière chose, là, j'ai écouté attentivement la version de Guillaume. Oui, alors.
On parle de viol, là, c'est pas une agression sexuelle, c'est pas des harcèlements, c'est la justice suédoise parle de viol. Oui, donc viol. Cette théorie ne colle pas. Ou c'est lui ou c'est pas lui, j'en sais fichtre rien. Mais en tout cas, a priori, la plainte visée est une plainte pour viol. Merci Michel, merci à tous. Tout de suite avec la vérité qui compte sur C8.